to Roundtable 1.2, what lessons can be learned from past success and failures. And so it is now time for the presentation by Mr. Hossein Odi. I hope I pronounced correctly. General Directorate of Forests of Algeria. Alors, à l'exception d'un seul intervenant, celui qui a parlé un petit peu de la muraille verte, de la muraille verte en Afrique, tout le monde parlait de climat méditerranéen. Et dans le fond, est-ce qu'il y a une définition claire pour tout le monde, pour ce qu'on appelle le climat méditerranéen? D'après les spécialistes, le climat méditerranéen est défini comme étant un climat avec une saison sèche estivale et une saison hivernale pluviale. Et la limite de ce climat peut être considérée lorsqu'il y a au moins un mois sec, défini comme ayant une pluviométrie inférieure ou égale à 2 fois la moyenne de la température du mois. Ça, c'est le climat méditerranéen. Alors, en l'absence d'intervention humaine, les facteurs du milieu, comme le climat et le sol, exercent sur la végétation une influence déterminante, influence qui varie évidemment en fonction de l'exposition et du relief, mais qui reste toujours déterminante. Comme vous le voyez, la tache blanche là représente en gros l'Algérie, qui est située au sud de la Méditerranée et qui est en limite à 75% avec le Sahara. Quand on sait que le Sahara est défini comme étant un territoire qui reçoit moins de 100 mm d'eau par an et de façon irrégulière, on comprend les difficultés que reçoivent les pays comme l'Algérie qui sont sur le pourtour du Sahara. Tous les pays qui sont donc autour du pourtour saharien subissent des pénuries d'eau et connaissent des difficultés alimentaires et subissent les purs effets des changements climatiques. Donc, le pays dont je vous parle est sous l'emprise de contraintes d'aménagement. 75% de territoires sont désertiques. Il reste 12% de zones sylvatiques. C'est là où se concentre également la population. Plus de 80% de la population du pays habite dans ces 12% de territoires. Et c'est cette zone qui reçoit 70% à peu près des eaux renouvelables. Ce matin, M. Boussaoud a fait un petit peu, il a dressé un bilan complet des pays du Maghreb et nous nous situons justement dans ce contexte. Je rappellerai que l'Algérie a failli acheter de l'eau à boire en 2002, les conditions de sécheresse étant celles. Depuis, la solution a été trouvée à travers la désalinisation de l'eau de mer. Et pourquoi je dis ça? Les découvertes actuelles scientifiques font part d'importantes ressources en eau profonde, des eaux profondes qui se trouvent dans le Sahara. Et c'est cette découverte, enfin, qui m'a fait envisager un troisième volet dans mon intervention, parce que je dois parler un petit peu du barrage vert, ce qu'il a été, comment il est conçu. Ensuite, sa relance, comment il va être relancé. Et le troisième volet, j'avais l'ambition de parler d'un plan vert saharien qui repose un petit peu sur ces eaux profondes du Sahara, avec un rêve de faire des Africains des colons dans leur propre pays. Je pense que le temps qui m'est imparti ne me laissera pas un petit peu aborder ces questions. Je vais donc me limiter au barrage vert et à sa relance. Voilà le barrage vert tel qu'il a été conçu au départ. Le barrage vert est venu en 3 étapes, si vous voulez. Il n'est pas venu comme ça. Il n'a fait l'objet d'aucune étude, à ma connaissance. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, du temps de la France, du temps de la colonisation, la France a mis en place un système de DRS, défense et restauration des sols. Il est né, je crois, en Algérie avant d'autres pays.
c'est un mode d'intervention qui permet aux paysans de protéger les bassins versants tout en produisant de quoi se nourrir. J'ai trouvé des documents du temps de la colonisation qui attribuaient aux paysans des gratifications en argent pour ceux qui plantaient des oliviers, notamment en Kabylie. Ils étaient payés pour planter des oliviers. Donc, au lendemain de l'indépendance, on avait à l'esprit cette façon de lutter contre la désertification. À l'époque, on ne faisait pas de différence entre l'avancée du désert et la désertification. Pour nous, c'était un phénomène naturel national. Donc, il fallait lutter contre la désertification. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on allait au cinéma, il y avait toujours ce qu'on appelait les actualités. C'était toujours un petit film sur l'érosion, sur la pluie, l'eau qui coule, etc. Donc, on avait ça à l'esprit. Au lendemain de l'indépendance, en 62, le pays a accédé à l'indépendance. Il a bénéficié d'une aide alimentaire de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. Avec l'aide de la coopération, les choses allaient bien avec la France à ce moment-là. Et avec l'aide de la FAO, il fallait distribuer ces denrées alimentaires moyennant un travail. Donc, ils ont créé des pépinières et ils ont abordé des opérations de reboisement le long des axes routiers et autour des grandes villes. Par exemple, Constantine, Oran, etc. Le résultat était formidable. Ces actions étaient appuyées également par le volontariat. Il faut dire volontariat qui était obligatoire. On était dans l'époque socialiste, c'était un volontariat obligatoire. Il fallait participer. Et le record a été battu une fois avec 600 000 participants. Ça faisait plus de dégâts que de résultats. 600 000 intervenants avec du temps du président Bembela. Donc, il était accompagné de 600 000 personnes pour reboiser, etc. Après Bembela, donc, le résultat étant là, on décide de créer le barrage vert et de le confier aux appelés du contingent, aux appelés du service national. Le service national a été créé en 69 et après un essai du côté au centre, au sud d'Alger, en région de Gelfa, on a décidé de lancer cette opération de barrage vert. Ce barrage vert était attribué à des groupements, ce qu'on appelait les groupements de DRS, groupements de défense et restauration des sols. Il y en avait 6 qui ont été mis en place, 6 groupements qui ont été mis en place, et j'ai fait partie d'un des groupements dans la zone où il y a une remontée vers le nord, comme vous le voyez, du barrage vert, à cause de la dépression salée du Chott El Hodna. Mais je m'excuse encore une fois, ce n'est pas ça le document que j'avais. Voilà les 6 groupements du barrage vert lorsqu'ils ont été mis en place au début. Alors, il y avait à l'est Tébessa, c'est un département, avec un taux de boisement de 12%, c'est-à-dire c'est une zone où à peine il y a 12% de forêt sur le territoire de la wilaya. Ensuite, il y avait le groupement de Msila avec 6%, Gelfa, Larouat, Naama et Aflou. On voit bien que depuis ces départements, il y a eu des découpages administratifs, ils ont été distribués. L'essentiel, à mon affectation, j'ai des cartes, enfin j'ai des photos, mais j'essaierai de les retrouver après. J'ai constaté qu'on reboisait sur des terrains salés, dont la salure était importante. J'ai fait un rapport, j'ai été écouté. Dans notre groupement, il y avait 4 unités d'intervention. On a déplacé 2 vers le nord, avec création d'une nouvelle pépinière et un centre de mobilisation et en même temps d'instruction des militaires. Ce n'est qu'après 10 ans qu'on s'est rendu compte un petit peu de l'échec de ce qui se faisait. Alors, on a créé le HCDS, le Haut Commissariat au développement de la steppe, en 90, et on a confié l'opération
à la Direction générale des forêts, à l'armée et au commissariat au développement de la steppe. Donc, ils étaient associés pour intervenir selon les besoins. Donc, il y avait l'amélioration pastorale, l'ouverture de pistes, le reboisement, la création de points d'eau et la fixation des dunes de sable. Comme prévu, après 20 ans, l'armée se retire en 90. Le projet a été lancé, entamé en 70. Ils se sont retirés en 90 avec un bilan qui fait à peu près 123 000 hectares de reboisement effectué par les militaires, 126 000 hectares par la Direction générale des forêts et 123 000 hectares par le volontariat. Alors, ce qu'il faut retenir de ce projet, initialement, c'est qu'il n'y avait aucune étude. Donc, le barrage vert était conçu à la manière d'une ligne de défense militaire. C'est-à-dire, on avance, quelles que soient les conditions. Je regrette, j'ai les documents qui montrent des photos où on peut, rien qu'en regardant les photos, on peut dire que là, on peut planter et là, on ne peut pas planter. Parce que le sol, dans les régions stépiques, les sols chlorurés ont une très grande importance. Ces sols renferment un grand nombre de couches salifères réparties dans tous les niveaux géologiques, plus d'une vingtaine de couches. Contrairement à ce qui se passe dans les sols salés maritimes où la salure est due presque exclusivement au chlorure de sodium, NaCl. Dans les sols continentaux, la nature du salon est beaucoup plus complexe. Et il y a même des sols qui sont toxiques pour les plantes. Même si on arrive à les planter, ils sont toxiques pour les plantes. Alors là, à l'époque, le barrage vert n'était pas le seul chantier de l'Algérie. Alors, il y avait le barrage vert, tout s'est fait à peu près la même année. Il y avait le document sur la révolution agraire qui faisait la charte de la révolution agraire, qui cadrait. Alors, elle prévoit de stabiliser les nomades, parce qu'il y avait une population nomade qui se déplace avec les troupeaux de moutons, la création de coopératives pastorales, la création de 1000 villages socialistes, la route transsaharienne et le barrage vert lui-même. Les choses allaient bien avec la France, mais la même année, l'Algérie décide de nationaliser les hydrocarbures. Le 24 février 1971, elle nationalise les hydrocarbures. Les choses se sont dégradées avec la France. Alors, les pays de la CE, les 6, à l'époque, le contrat de Rome, qui avait 6 pays, sont tout de suite devenus 9 pays et ils ont fait l'embargo pour l'Algérie pour le vin. L'Office national des travaux forestiers qui était créé en 1971 a eu comme, au lieu de soutenir les reboisements, la plantation avec le barrage vert, la première mission qu'il a eue, c'est d'arracher la vigne. 450 000 hectares de vignes, en rappelant qu'à l'époque, l'Algérie était le premier exportateur de vin dans le monde. 4e producteur, mais premier exportateur. Donc, ils ont eu cette mission d'arracher la vigne. Et bon, pour remplacer, pour occuper, ça a été difficile. Comme je l'avais dit au début de mon intervention, j'avais pour ambition un petit peu de parler de ces nappes, systèmes aquifères profonds qui sont dans le Sahara, à plus de 2000 mètres de profondeur, je précise. Et ce sont des eaux qui se trouvent dans des couches saturées, donc dès qu'on touche, l'eau monte sans énergie, mais elle est chaude, l'eau est chaude. Par ce potentiel d'eau, et en cherchant à s'adapter au contexte local, on peut monter des projets qui fixent les populations locales, parce que le problème des populations qui se déplacent et qui viennent chez vous, ici en Europe, est un problème de survie. On parle de migration économique, on parle de migration
politique, mais on ne parle pas de migration environnementale. Lorsque les gens n'ont pas de l'eau à boire, ou n'ont pas de quoi manger, ils se déplacent. Et cette image de migrants errant dans le désert ou flottant dans la mer est un problème qui concerne l'humanité, pas un seul pays ou l'Afrique. Et il faut se rappeler les problèmes vécus ici, le drame vécu ici en Grèce du bateau qui a échoué avec plusieurs centaines de personnes, les incendies de juin et d'août, et la tempête qui a touché non seulement la Grèce et qui est partie en Libye, détruire la Libye. Voilà, je m'excuse d'avoir préparé un document. Je vais essayer de le retrouver. Normalement, il doit être, c'est la dame là qui doit. L'intervention, la dernière, adaptée au là. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. S'il y a des questions, on répondra. The next speaker is Simona Castaldi, professor of ecology at Università di Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Sì, okay, I stop here. So no, it is not really useful to read everything. We just tried before, but it is not really essential. Okay, I found. What do I Because move? you have more windows. Ah. One click to change. Okay, so how do you move? Yes. On the bottom. Okay. Okay, thank you. Thanks to all. Thanks for inviting me to contribute to the discussion. I am bringing in my experience as coordinator of a project, Desert Adapt. And this project has been done, just finished in August, and has been set up in areas of the Mediterranean Europe where you have strong land degradation and desertification risk. These areas are located in Spain, in Extremadura, in Portugal, in the Alentejo region, and in Sicily, in Italy. All this area, as you can see on the bottom, there are just two pictures, are characterized by having really condition of the soil that are extreme. The soil is quite poor in organic content, and so of course, this makes productivity and also the growth of new trees when you want to plant them quite complex. So we worked here with the farmers and municipalities, and we worked on the concept of a framework of adaptation to the condition of land degradation plus the climate that is getting warmer and drier. So these people really need to adapt, because if they don't adapt, basically we're not even going to plant more trees because the trees wouldn't survive in these conditions. And we introduced the adaptive model of multifunctional scapes, because these people also need to live on their land. So they need to be self-sufficient, to have economic return from their land, social acceptance of what they do. So the environmental issue cannot stand alone if it is not embedded in the socioeconomic context. So we, plus my colleague who is a specialist on fire, Fernando Pulido from Spain, he always underlines as a multifunctional scape that is a productive scape, helps to reduce the strength of fires when they come. So when you have a multifunctional scape, you can, let's say, have the fire that's not spreading so fast everywhere. And that helps to avoid these massive fires that can happen often in these areas, especially in Spain. We introduced this mosaic of functions plus based on adaptive species, adaptation measure, first of all, because without adaptation measure for the soil,
and for the plants, it was difficult to improve the land. Nature-based solution, because these people doesn't have a lot of money and we want also to valorize what they have. And so basically we introduced the ecosystem function. That is the first, of course, you cannot see all the details, but we had a lot of functions. So how you use your land, what do you use it for, and a lot of measures. And these function and measures were chosen not only because they were increasing the greening of the area, but also because they were good for 31 key project indicators that were good for soil, good for biodiversity, good for water retention, for the hydrology. So something that had a multiple ecosystem function let's say, effect, which was really what we needed in this kind of environments. And basically, we, of course, introduced a lot of different adaptation measures when we were, of course, making the land management. And you can see here some like kilns or a way to plant the trees with some plant aids, or to do rotational grazing or nesting to protect the plants that were growing, mycorrhiza, swales, and many things that could be useful for the reducing the erosion, increasing the carbon content, and giving more chances to the plant to grow. There is really no time to give you details of everything that we really studied and what we really saw. We improved a lot of indicators. So these are the indicators on the right, are all about soil. Wherever we applied these measures and good function, we had in 5 years of project, we had a very good increase of qualities of the soil. And we also had, of course, an increase in biomass, which of the plants, which was very variable depending on the site and on the function which were chosen. However, and this is the last slide where I would like to stop more to discuss, we, after the project, we made several observations and conclusions. If I have to tell you, would these people be able to scale up to a larger scale what we did without an help? Would they be able today? So would we obtain what we want to a larger scale? My answer would be probably not, because there are several limitations. So first of all, let's look at adaptation. So climate streams were beyond our expectation. At the beginning of the project, we thought the climate was bad. When we finished, we really thought it was much worse than we thought. And we had many problems. So we not only needed to take adaptation measures, but to push for them much more, because the climate in future will be even worse than we are seeing today. So we really need the strong adaptation measures. Then there was completely lack of awareness and knowledge, and not only among the farmers that were not knowing what we were talking about, at least in Europe, where we were working, but also the technical personnel that was in theory supposed to support them. They didn't know what adaptation was. They do agronomy, but when you ask them to do more about adaptation, they are not ready. And we needed this kind of people, as someone was presenting this morning. We need this kind of people that is formed and that is available for small farmers or small municipalities who don't have a clue. One person, sometimes one mayor in one municipality, they share the secretary among municipalities, and they would never be able to have a plan of adaptation for their municipality's development. The cost of measures not covered by subsidies, of course, people was choosing the cheapest measure. But when you want sometimes to have stronger impacts, you need more money for bigger measures. And we needed to find this money, or also to explain to people where to find it. Sometimes it's there, but you don't know exactly where to find it or how to get it. Strong competition with the manpower and water by the smaller farmers that were fighting against the big farming association. Especially we saw this during the COVID. There was no manpower available for the smaller farmer, and all the water was going, basically, even if it was available, was not available for the small farmers or for the small animal breeder. And then, of course,
in terms of policy, there is a lack of supporting for sustainability network for farmer and policymakers. So we should create this network that support the people. Otherwise, they wouldn't be able to comply. And then we had the complex bureaucracy for plants in public area. This is a particularity of Italy. I don't know in the other countries, but the laws are crazy. And in order to make something in a public land, you have I don't know, 7 stakeholders of different political stakeholders to put them all together to agree. And it takes really someone dedicated to create a plan that knows exactly what they're doing. So you need to pay for these people to have a good plan. And last of all, conflict with other, sometimes EU framework like the CAP or the Natura 2000. Sometimes there are things that apparently go against your willingness to create this kind of mosaics, because there are things that stand that are there. So before we are not able, I think, to solve these issues, if we not have a project and the project is financed by someone, we cannot really hope that you can have a scale up that is a significant in terms of adoption at large scale of land degradation solution. And as the lady this morning was underlining, land degradation in Europe is an issue, is an enormous issue, especially in Mediterranean areas. And for the first time, Europe is participating to the UNFCCC, not as a financier of people that is under threat, but as a subject that is under threat. And this is something that when we are speaking about reforestation, we have to keep in mind, because without soil, you don't reforest anything. So thank you. Thank you, Simona. So now I open the floor to the discussion. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas une question, c'est un complément d'information. Je voudrais de notre ami Hossein Awadi, qui a bien présenté ce barrage vert en Algérie, mais qui avait indiqué dans sa présentation qu'il nous parlait de la relance de ce barrage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la relance de ce barrage? Projet très ambitieux, dont tu m'as montré les travers, mais est-ce que tu peux nous dire où ça en est? Merci à toi. Le barrage vert, la décision, j'ai les chiffres, je vais prendre la décision de relancer le barrage vert a été prise en 2020. Et c'est en 2022 qu'a eu la première intervention sur le barrage vert. Mais malheureusement, cette intervention a été mise à mal par les conditions que vous connaissez, les conditions extrêmes climatiques. Le chiffre avancé est de 25 millions de plants mis en terre. C'est très peu. Lorsque l'Algérie a 45 millions d'habitants, on pourrait au moins imaginer un plant, un arbre par habitant. Alors, la nouvelle version du barrage vert est la suivante. Il a fait l'objet d'une étude, peut-être sommaire, par le BNEDER, Bureau national d'études de développement rural, qui est un organisme rattaché au ministère de l'Agriculture. Et il prévoit d'intervenir sur 4 700 000 hectares de zones stépiques, de terres stépiques. Il doit toucher 13 départements avec une légère remontée vers le nord. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un petit peu. On remonte un peu vers Médéa, Bouira, etc., au lieu d'aller vers le sud. Alors, sur ces 4 700 000 hectares, il y aura 2 330 000 hectares de nappes alphatières et espaces pastoraux conduits de manière à faire prospérer l'élevage. C'est-à-dire qu'il y aura des améliorations pastorales, il y aura des mises en défense et une conduite. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat au développement de la steppe qui gère ce genre d'opération. Le domaine forestier est prévu sur 665 741 hectares et l'agriculture porte sur 591 000 hectares. Voilà. Je m'excuse, j'en ai des photos d'exemples d'agriculture, de sol
hostile pour les reboisements, malheureusement, il faut les rechercher. Mais j'ai un texte, si ça vous intéresse, qui explique un petit peu la démarche. Question? La densité, il parle de quoi? Je n'ai pas compris. Le taux de. Oui, oui. Alors, non, il est dit dans le texte que la première version du barrage vert, l'échec est important. Dans ma participation, j'ai été chargé du service technique dans un groupement. J'ai remarqué qu'on plantait sur le même endroit, sur des terrains salés. Donc, ça veut dire que c'était un échec, 0% de réussite. On s'est déplacé vers le nord et le résultat est meilleur. Moi, je peux dire, je suis retourné 40 ans après parce que j'avais l'appréhension d'avoir un échec total. Je suis retourné l'année passée et je pense qu'il y a à peu près 60 ou plus de réussite vers le nord, dans la réussite. 60% de réussite dans le déploiement de ce qu'a été le barrage vert. Ce qui a été fait récemment, je sais que moi j'ai des arbres que j'arrose chaque jour et ils ont dépéri. Ça m'étonne que les plantations non arrosées vont réussir. Donc il faut considérer qu'il y a eu un échec. D'ailleurs, l'effort consenti n'a pas été tellement important et on a senti vraiment qu'il était difficile de réussir des plantations. Voilà. Oui, merci. Je voudrais poser une question à Monsieur Awadi. C'est qu'il a parlé à la fin de son exposé de l'utilisation de l'eau fossile. C'est ça? Je crois qu'il y a eu déjà des expérimentations en Libye, dans le sud tunisien et dans d'autres régions que je ne connais pas. Et évidemment, le bilan énergétique est difficilement appréciable, mais il n'est peut-être pas très bon parce qu'il faut aller chercher cette eau. Et alors l'Algérie a beaucoup de pétrole, donc elle peut aller chercher l'eau moins cher que chez d'autres, mais est-ce que c'est vraiment une option importante avec des brise-vents, des systèmes brise-vents et des populations locales? Alors, l'eau profonde, elle est artésienne, c'est-à-dire avec les techniques actuelles de forage profond, on peut atteindre la nappe et l'eau sort toute seule. Elle doit être refroidie dans des bassins avant d'être utilisée. Alors, on fait même de la pisciculture à Ouargla. À partir de eaux, oui, oui. Le seul inconvénient, il y a eu un problème, il y a eu dans 2 régions. Au niveau de Oued-Souf, dans le Souf, parce que les nappes d'eau sont superposées. Et le toit de la nappe profonde, sur lequel il y a du sable, il y a une nappe de surface. On l'appelle une nappe de surface qui est à 5-6 mètres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu des films traditionnels où les gens essayent de planter le palmier avec des ânes, ils enlèvent un peu le sable et ils mettent le plomb de manière à se rapprocher de la nappe. Avec l'utilisation de l'eau incontrôlée, et on parle de remontée d'eau, ce n'est pas remontée, c'est qu'il y a un excès d'eau qui est éjecté sur la nappe de surface. Et ça étouffé les palmiers qui existent. Tous les palmiers qui existent, notamment à l'ouest. Et il y a également, pour des raisons de salinité, il y a un effondrement aussi à Ouargla, sur une poche de sol où il y a eu un effondrement. Lorsque le sol s'est dissous, là, il y a eu un effondrement. Je voudrais apporter quelques précisions parce qu'il y a un peu plus d'une année, j'ai coordonné un ouvrage justement sur cette agriculture saharienne à grande échelle. C'est une agriculture qui se fonde sur des techniques de forage
de ces deux nappes, le complexe terminal et le continental intercalaire, avec des distributions de 5 000, 10 000, 15 000, voire davantage d'hectares, et parce que l'État algérien est omnibulé par cette question de sécurité alimentaire. Il pense qu'avec ces eaux qui sont chaudes, qui sont salées, qui sont chères, et avec un modèle d'exploitation d'une agriculture à grande échelle, il pense qu'il va résoudre la question du blé, la question du fourrage et du lait, la question des huiles alimentaires, puisqu'il a décidé d'un plan de développement des oléagineux, du tournesol en plein Sahara, des étables de 1000 vaches en plein Sahara, en pleine. Donc, effectivement, la question du coût de cette agriculture est non seulement le coût, mais la durabilité, parce que cette nappe ne se renouvelle pas. Et on a vu des dizaines de milliers de nappes de forages se faire, et l'OSS, l'organisation, enfin l'Observatoire du Sahel, a constaté qu'il y a dans un certain nombre de régions des rabattements. Et puis, ce qui est dramatique, c'est que cette option, grande agriculture saharienne, en évoquant la Californie, voilà ce qu'on a fait en Californie, voilà. Sauf qu'ils oublient de dire que l'échec a été patent pour la Libye, l'échec a été patent, ce modèle a été un grand échec pour l'Arabie saoudite, qui a été obligée d'abandonner ce type d'agriculture et d'aller ailleurs, acheter des terres, etc., etc. Donc, ce qui est dramatique, c'est que ce modèle tourne le dos à un autre modèle qui, lui, a fait ses preuves sur des millénaires, sur des centaines d'années. C'est le modèle oasien traditionnel qui est abandonné, qui est livré à lui-même, qui lui-même subit les contre-coups de cette agriculture parce qu'il y a un assèchement aussi des nappes profondes qui étaient utilisées par les agricultures oasiens. Et l'agriculture oasienne, lorsqu'on l'analyse, moi je travaille actuellement sur un projet d'agroécologie, c'est une agriculture où le modèle agroécologique est présent, avec les diversifications des types de cultures, avec les étages, le palmier, l'arbre fruitier et le troisième étage qui sont les maraîchages, associés aussi à l'élevage. Bref, on aurait pu résoudre ces questions de développement et d'accroissement des productions en s'intéressant à ces milliers d'Oasiens qui savent gérer de façon absolument fantastique la ressource en eau, qui savent la gérer, qui ont une habitude de gestion sociale qui est absolument exemplaire. Voilà la question. Pardon, excusez-moi, j'ai tendance à être bavard. Merci. Voilà, parce que généralement les photos expliquent mieux que le texte. Je vais rapidement. Voilà un petit peu le contexte en matière d'aménagement du territoire, les difficultés pour l'Algérie. Le groupement auquel j'ai été affecté, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est une opération innovante. Ici, nous avons un ministre tunisien de l'Intérieur de l'époque en visite chantier. Nous avons reçu également l'ancien président Raúl Castro de Cuba. Et là, sur les photos du bas, voilà les sols hostiles à la plantation. Vous avez sur la photo de gauche, celle de gauche, une partie où on voit qu'il y a la végétation et l'autre où rien ne peut pousser. Là aussi, au-dessus des habitations, ce sont le type de sol où rien ne peut pousser. Au-dessus, nous avons le barrage vert tel qu'il a été conçu, avec une population nomade installée en dessous, le type d'élevage nomade avec des apports d'eau, et à droite, le dépérissement du pain d'Alep dans des zones où le barrage vert a été bâti. Les nouvelles, dans la version nouvelle du barrage vert, c'est un petit peu l'agriculture, mais tout en assurant la protection des terres qui allaient être livrées au reboisement. Alors, j'ai apprécié beaucoup la note conceptuelle de cette réunion, parce qu'on parlait d'olivier de Caroubier. Nous avons cette série thélienne du Caroubier de l'olivier qui vient d'être infiltré par l'Opensia. L'Opensia dont vous voyez le résultat quand on intervient sur les fixations de dunes. Là, nous avons un forage d'eau et en même temps une plantation de palmiers dans le Sahara. Alors, il faut savoir
que les sols sableux sont considérés fertiles. Le facteur limitant, c'est l'eau. Par contre, sur les sols argileux, c'est là où il y a difficulté. Voilà. Je vous remercie s'il y a des questions, évidemment. There is another question. Peut-être une question pour les barrages verts, hein, que ce soit celui au Sahel ou celui-là. C'est que, bon, on voit que ce sont des modèles qui, depuis longtemps, on en parle, on essaye d'en faire. Et voilà, il y a un projet en Arabie Saoudite, il y a un projet en Chine. Est-ce que ces projets peuvent apprendre les uns des autres et comment on peut avoir une réflexion plus ou moins scientifique, technologique, pour que les uns apprennent des autres, quoi. No, please. Alors, merci. Oui, effectivement, il faudrait essayer de travailler ensemble. C'est pas toujours facile. On a eu une réunion à Dakar avec nos collègues chinois qui eux aussi ont des problèmes avec le désert de Gobi, etc. Mais chacun est un petit peu sur ses, je ne veux pas dire sur ses positions, mais sur ses contraintes. Et c'est pas les mêmes pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y aurait ce qui s'est passé en Algérie est quand même extrêmement intéressant. Faut en tirer évidemment toute l'expérience qu'il y a à en tirer, mais il faudrait aller un petit peu plus loin. Il faudrait qu'il y ait une collaboration beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Il faudrait que les gens viennent, se déplacent, se rencontrent, échangent, etc. Sur les espèces, par exemple. C'est un truc central. Mais les cactus, ça marche bien chez vous. Chez nous, ça ne marcherait jamais. Enfin, vous voyez, il y a des trucs à voir. Oui, madame. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose parce que la question de ce partage d'expérience est quelque chose d'innovant. Et quand l'Arabie Saoudite et puis, disons, ce qu'ils appellent le Middle Green Initiative, quand ils ont commencé à vouloir développer cela, ils ont contacté la Grande Muraille Verte, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, ainsi que UNCCD, pour demander quelles sont les leçons à apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont invité certains pays. Donc, ça dit la volonté est là, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Et apprendre des erreurs des autres, je pense que c'est ce que, comme vous avez mis le doigt là-dessus, et voir également les contextes, parce que ce n'est vraiment pas les mêmes contextes. La COP de la Convention sera en Arabie Saoudite l'an prochain, la COP 16 pour la Convention pour la désertification. Et la problématique aussi, c'est la sécheresse, c'est la désertification, c'est la restauration des terres et comment vraiment faire en sorte qu'on apprend des uns des autres. Et la Mongolie et autres sont également en train de s'aligner sur voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui a été fait en Chine, qui est basé sur la technologie. Et je peux vous dire aujourd'hui que la Grande Muraille Verte de la Chine et surtout leur institut de laboratoire sur les satellites et les données sont en train de collaborer avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte basée à Nouakchott pour le partage d'expériences. Qu'est-ce qu'ils font en Mauritanie? Qu'est-ce qu'ils avaient fait en Chine? Donc, ça commence à balbutier, mais ce n'est pas encore arrivé. J'avais une question, moi, par rapport à ça. C'est, we shift. I just wanted to know, like we are talking about forests, about oases, and what is, for example, this is the question to you, Chair, and maybe the others, the rangelands, because we know that these areas where we have dry forest, we have also rangelands, we have pastoralism. What is the kind of your reflection on these two issues of ecosystem? Thank you. Ouais.
talking about the experience in Silva Mediterranean, for example, that envelop different countries, we also collaborating with the working group, and we attended the session in Amman last week. So the activity there is are ongoing. We also have a working group that is focused on the restoration and range that is led by Turkey. So the point is really of concern for the for Silva Mediterranea. You have and yeah so I feel to say that this is the working group is not really active, and maybe we need to reactivate a bit, because yes, mainly it has focused on forest restoration, as is the main focus of Silva Mediterranea, but clearly also concerning the change of the how can I say so well. The dynamic that we see in rangelands is something that can be the project for the also for the Mediterranean countries, and also at higher, let's say, latitude. So it's we need some more involvement. It is there, but not. There are not many actions at the moment, even though we are. I mean, involved. There is Simona. Probably I cannot call it really rangeland, but being in Europe, but one of the sites where we worked was Montado. Montado is very similar to a rangeland, like in the north of Africa. So it's a lot of grass with sparse trees. And we there work with the farmers to introduce this rotational grazing that is an adaptation strategy, basically based on nothing, based on very little, but was very, very successful. And they normally use the land there and they graze till everything is completely bare. So there is no more grass. And when it is completely bare, they are happy. So they say, okay, this is done. And basically they tend to leave the land bare. That is very subject to many things like the erosion, but also, of course, doesn't increase the carbon content at all. So when we introduced the rotational grazing, the success after just few years was very visible. First of all, we increased the organic carbon and all the other properties in the soil. The soil was always covered by basically grass, and the cost of the overall operation was less, because when before the sheep were without food at some point, the farmer needed to introduce cereals from outside. And that was lasting from July till November, or even farther sometime. After that, he changed the rotational grazing. He was able always to keep the animals in an area where there was grass. So he really needed a little bit of integration with cereals, so external inputs. And consider that there, the rainfall these years when we were making the experiments was really little. Sometimes in the overall winter months was like 30 millimeters or more. So probably this could be an example of taking a better approach to the way you range. So the way you use your management, and that could be useful not only in wet rangeland, but also in drier rangelands. Okay, one more comment or question? And I also have another comment.
So when we were trying to see, we were using two approaches for plant growth. So by planting seedlings or protecting the seedlings that were already in these rangelands with the cactus or other kind of protector. And the second was definitely much more effective, because when you were planting, then there is a lot of failure of planting. While when the plant has found the strength to grow and to start appearing, if you protect that from grazing somehow, then there are many more chances that these plants becomes adults. Eduardo Rojas, I wanted just to recall quite a big difference in the way forest lands are defined in the forest legislation between the North African Near East countries, the MENA countries, including Spain, and the rest. Because in one case, the European countries and many others, by copying, have a positive definition of forest. This generates, except in the boreal countries where it is continuous, patches logic. And this kind of watershed perspective is not integrated because it is just what is really a forest. When you move to the MENA region, Spain and even the US Forest Service land, because that is in the hinterlands and has mountains and everything, not only strict forest, there is a watershed and a collective, because everything that is not agriculture, permanent agriculture, is defined as forest, and all this under the forest legislation. This means that the mindset of the colleagues and the administration and the legislation in the countries A and the countries B is not better or worse. Depend of the issue, maybe better or worse. It's just different. And this generate also certain cacophony, including the difficulties to define the definition on forest. I know there is one area that is strongly, let's say, contentious with the ENGOs, but there's another one regarding the forest height. If you analyze Namibia, for example, or other Southern African countries, huge millions of hectares are not included because they don't reach normally 5 million. They could, but they don't reach 5 meters high. And many forests are out of the screen, especially in drylands. It's improving due to remote sensing, but there is an issue. So it's important just to understand that the mindset is totally different. And this solves the issue of parkour or trees out of forest and all that, because all that is included. And that makes just a different mindset to understand. Spain, our country, is in this situation as well with the definition montes, which is mountain, even if they are land. What Spain uses is positive forest in the forest inventory and other forest land, but it has information of that other forest land. But this is a difficult mindset issue to solve. And in fact, the Near East Forest Commission is called Forest and Rangeland Commission in order to take advantage of that importance that for many MENA countries, eventually not for Turkey, the bulk is in the other side. It's not in the forest, it's in the rangelands.